Le Barça est premier de Liga avec 12 points d'avance après 26 journées de championnat. Et le Barça se dirige tout droit vers enfin une Liga depuis 2019. Après un classico dantesque incroyable de haute voltige qui, je pense, restera forcément dans les mémoires de tous les supporters du Barça. Je pense vraiment qu'il s'est passé quelque chose hier soir, qu'il y aura un avant et un après ce classico. Un an après, rappelez-vous qu'il y a un an pile poil, à l'heure où je parle, le classico avait lieu au Bernabéu et le Barça a gagné 4-0. Hier, c'est pas 4-0, c'est pas avec la manière comme ça l'a été il y a un an, mais je pense que psychologiquement, mentalement et pour l'avenir, le rapport de force pourrait s'inverser. Il s'est vraiment passé des choses intéressantes hier qui vont nous marquer, qui vont marquer les joueurs, je pense. Tous les supporters ont kiffé ce qui s'est passé hier et si vous n'avez pas apprécié, je pense que vous avez des problèmes. Donc en termes d'émotion, de jeu, je pense vraiment qu'il y a pas mal de leçons à tirer de ce match, ce classico et du mois de mars en général. Et forcément, il fallait en faire une vidéo. Donc forcément, je voulais tirer, je pense, 6 ou 7 enseignements bien précis de ce qui s'est passé hier soir. Des leçons qui me paraissent factuelles, claires et nettes avant la trêve internationale. La première, c'est la plus évidente, c'est que le Barça est la meilleure équipe d'Espagne et de loin. Les joueurs avaient un mois de mars hyper compliqué. 4 matchs, 2 classicos, un déplacement périlleux à Bilbao et la réception de Valence. Et finalement, 4 victoires, le tout sans Pedri, sans Dembélé et même sans Lewandowski lors des premiers matchs. Le tout avec une pression de dingue exercée par les médias, par les supporters qui forcément avaient des exigences en termes de jeu. Je trouve vraiment qu'on ne parle pas assez de la pression médiatique qui est néfaste. On l'entend encore une fois, on le voit, on l'entend sur beIN Sport, mais c'est pareil en Espagne avec El Chiringuito, toute la pression médiatique sur le jeu du Barça de Xavi et même des supporters. Et pourtant, l'équipe a répondu mentalement comme des vrais bonhommes malgré la pression. Donc vraiment, j'insiste pour dire que cette équipe, on n'en parle pas assez de la force mentale qu'elle a aujourd'hui. Et en termes de jeu, même si on a collectionné les 1-0 depuis février, mars et tout ce qui s'y passe, en termes de jeu pur et simple, je suis désolé, mais le Barça reste l'équipe qui est le plus capable d'élever le niveau quand elle en a vraiment le besoin. Raison pour laquelle, justement, je pense que les fans ont des attentes qui sont un peu biaisées par rapport aux autres équipes de Liga. Mais c'est comme ça, c'est le Barça. On est exigeant avec l'équipe. Mais même avec nos 1-0, on reste l'équipe qui joue le meilleur football de Liga pour l'instant. Et grâce à sa victoire hier, le Barça a donc réussi à battre toutes les équipes de Liga, à l'exception du Rayo Vallecano et de l'Espagnol Barcelone lors du derby. Le Barça peut toujours inscrire 104 points, les frères. 104 points. Je rappelle que le record du Barça du club était en 2013 avec 100 points pour le Barça de Tito Vilanova. Donc 104 points, pour moi, c'est un petit objectif que je garde ici au coin de la tête parce que pourquoi pas, ce sera compliqué, encore des matchs intéressants et très compliqués à jouer. Les Colchoneros à domicile, le Celta Vigo à l'extérieur, c'est toujours un match hyper compliqué à aller gagner. Rappelez-vous qu'on a fait un 3 partout il y a un an qui nous avait déchiré le cœur. Mais honnêtement, 100 points, ça peut être un objectif qui est raisonnable. 104 points, ce serait l'apothéose. 100 points, pourquoi pas? En tout cas, on est clairement au-dessus du lot en Espagne. La deuxième leçon, c'est évidemment laissons Xavi travailler. Laissons-le faire la cuisine. Let him cook. Encore une fois, hier soir, il a montré que tactiquement, il est quand même intelligent. Tout le monde, 99% des fans hier soir étaient complètement dégoûtés en voyant l'équipe type de Xavi, en voyant Sergi Roberto titulaire, Kessie sur le banc qui sortait forcément d'une bonne période. Et comme par hasard, Xavi a dit après le match qu'il a hésité longuement avant de faire la composition s'il mettait Kessie ou Sergi Roberto. Et il a dit après le match, comme par hasard, les deux ont marqué. Et quand tu vois le coaching gagnant, quand tu vois l'émotion, les larmes de Kessie après son but, je pense que franchement, rentrer comme ça en cours de classico, faire ce qu'il a fait, marquer ce but-là, offrir la victoire à la 92e minute au Barça, mentalement, je pense que vraiment là, il a été adopté définitivement. Ça va lui faire un bien fou, encore plus que s'il avait été titulaire et qu'il avait joué un match normal. Et Sergi Roberto, on le retrouve encore une fois. Alors Sergi Roberto, on connaît les carences et les lacunes du joueur. Il n'y a pas beaucoup de monde parmi les supporters blaugrana qui l'aiment beaucoup. Mais honnêtement, réussir à tirer vraiment la quintessence d'un joueur qui a de telles lacunes pour un match aussi important que Classico, honnêtement, Xavi, bravo. Là, j'ai vu les statistiques en plus sur Twitter d'une page que pas mal de gens connaissent, qui s'appelle Barça Passionnat, une sorte d'oracle vraiment des statistiques du Barça, bref, un justicier de la communauté blaugrana, qui nous raconte que Sergi Roberto compte désormais 6 passes décisives lors des Classicos. Et je vous avais dit hier soir que ce mec-là se sublimait au Classico. C'est autant que Ronaldo, Modric, Casemiro, Kroos et Valverde réunis. C'est incroyable. Et bravo aussi à Xavi. La troisième leçon, c'est que vraiment là, je trouve que ça y est, pour moi, Frenkie de Jong est le patron
du collectif du Barça. Là, pour moi, c'est sûr que désormais, c'est lui le successeur de Xavi en tant que fonction de l'équipe. C'est le métronome du Barça. Il a le même rôle que Xavi à l'époque, hein. Les actions démarrent par lui. Le mec sait tout faire. Et à la relance, hein, je trouve qu'il est même un peu plus calme que Busquets. En tout cas, quand il est face au jeu, même s'il subit un gros pressing adverse, un bon courage pour lui mettre la pression. Et alors en plus, hein, quand il arrive justement à se servir du pressing pour dribbler le joueur qui fait le pressing justement avec un crochet ou un contrôle orienté, bah là clairement hein, ça devient une espèce de délice pour le collectif parce qu'il arrive à casser une ligne, il arrive à créer de l'espace et on sent que l'équipe se repose de plus en plus sur lui. Ça veut dire quand le jeu est fermé, quand il n'y a pas de solution, on passe la balle à Frenkie de Jong et on regarde un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va créer. Ça, pour moi, c'est un signe. On a vu hier, du coup, après le 1-0 du Real Madrid, que le Barça avait du mal à reprendre le dessus, justement parce que lui, au début du match, il avait un peu du mal. Et au retour de vestiaire, quand vraiment il a commencé à surnager, là, le Barça avait la mainmise et la maîtrise au milieu de terrain. Il n'y a pas de secret. Donc, c'est le métronome de l'équipe. C'est un peu différent du meneur de jeu. Hein, à l'époque, on avait Iniesta et Messi qui étaient les meneurs de jeu du Barça, les deux meneurs du jeu. Et le métronome, c'était Xavi. D'accord, les actions commençaient par lui. Là, c'est un peu le rôle que Frenkie de Jong a aujourd'hui. Et Pedri est le meneur du jeu du Barça. Ou au moins, est amené à l'être dans l'avenir proche et lointain. La quatrième leçon à retenir, hein, c'est vraiment que le Barça a repris l'ascendant psychologique, mental, sportif face au Real Madrid. Ça y est, dans le Classico, le rapport de force entre les deux rivaux de Liga, ça y est, le Barça est largement devant le Real Madrid et le Real Madrid du coup est maintenant définitivement complexé. On sent le complexe par rapport au Barça qui aurait pu s'évaporer hier s'ils avaient gagné. Mais maintenant, ils jouent avec la peur face au FC Barcelone. Quand le Real joue face au Barça, il joue pas de la même façon que quand il joue une autre équipe. Ça, c'est révélateur. Et du coup, ça rejoint ce que je disais sur l'aspect mental. Hein. Le Barça a gagné 5 des 6 derniers Classicos. Pour moi, ça veut tout dire. 3 Classicos gagnés d'affilée en plus. On n'avait pas réussi à faire ça depuis 2012, donc 11 ans quand même. Ça change hein, de la série où eux avaient gagné 5 Classicos d'affilée avec Valverde, Koeman, 3 défaites de Koeman d'affilée et une de Xavi. Là, ça s'est inversé. Souvent, j'insiste encore une fois sur le fait que la première équipe qui marque lors d'un Classico finit très souvent par gagner le match. Encore plus quand cette équipe joue à l'extérieur. Hein. Pour preuve, le Barça n'avait plus renversé un Classico en étant mené en Liga depuis 1989, les frères. Et le Barça, en plus, l'a fait, a renversé ce match-là en ne paniquant à aucun moment. Malgré l'ouverture du score, le Barça ne s'est pas précipité vers le but. Hein. Les joueurs ont su rester calmes, être patients et se procurer des occasions sans jamais être frustrés à la moindre occasion loupée. Et pour moi, ça montre un petit peu la mentalité de l'équipe. Il se passe un truc. Vraiment, et là, en ce moment-là, les dernières semaines, il se passe quelque chose. Une équipe de vainqueurs est en train de se construire. Hein. Pour l'instant, comme je le dis souvent, c'est une équipe de puceaux. La grande majorité de l'équipe n'avait jamais gagné un titre avant la Supercoupe d'Espagne là récemment. Mais bon, la Supercoupe d'Espagne, c'est pas forcément... Ils sont plus puceaux, mais en vrai, ça, c'est juste des préliminaires. Hein. Ils seront vraiment plus vierges quand ils auront gagné la Liga. Ça, ce sera un vrai dépucelage, hein, parce que ça, il faut concrétiser. Il faut quand même concrétiser, ce n'est pas encore fait, même si aujourd'hui, le Real Madrid est complexé, que le Barça est la bête noire du Real Madrid, que le Barça a le contrôle face au Real Madrid, et sur toute la Liga en général, il faut quand même aller au bout. Tout peut encore s'effondrer hein, si tu te fais éliminer en Coupe du Roi par exemple. Hein. Donc il faudra absolument battre le Real Madrid au match retour, gagner la Liga, pour que le rapport de force, le complexe d'infériorité du Real Madrid et la maîtrise totale du Barça restent et demeurent durablement. Et s'installent. Comme ça, les prochains matchs, ils vont commencer les rencontres avec cette espèce de complexe. Tous les prochains classicos, on aura une espèce d'avantage psychologique. C'est ça le but. Mais d'abord, il faut les battre en Coupe du Roi. Alors imaginez quand Pedri et Dembélé reviendront. Imaginez. Là, non seulement, mentalement, on aura déjà l'avantage psychologiquement avec leur complexe, mais aussi tactiquement. Ils joueront différemment parce qu'il y aura Pedri et Dembélé. Et tu sais que quand ils sont là, eux, quand tu es l'adversaire, tu les joues différemment. Le 5e point et un des plus importants, c'est que le Barça a une vraie identité de jeu. Ne me dites pas le contraire, on sait ce qu'on veut. Le Barça sait jouer sans Pedri et l'a montré lors du mois de mars. Et peu importe les joueurs qui ont joué, qui ont mis sur le terrain, on a les moyens de jouer un football made in Barça. Même si, bon, évidemment, niveau absence, faut pas que ce soit extrême non plus. Si il te manque Lewandowski, Pedri, Dembélé, etc., ça devient comme ça s'est passé lors du Classico en Coupe du Roi au match aller. Hier, j'ai été sévère avec le jeu de l'équipe, mais je le redis, tout n'a pas été parfait hier lors du Classico, mais l'équipe s'est très bien battue et c'est une victoire au mental et surtout au cœur. Mais ce qui a été magnifique, c'est que vraiment l'équipe a essayé de jouer toute la rencontre, a essayé de créer du jeu. Et je pense qu'on pouvait difficilement mieux jouer avec les joueurs qu'on avait hier. Comme je disais hier soir,
on a atteint les limites de ce qu'on peut faire avec l'effectif qu'on a aujourd'hui. Ça aurait été injuste hein, si on avait perdu ce match-là et ça aurait pu arriver malheureusement. Vous avez été beaucoup à me dire que j'avais tort et que l'équipe avait bien joué. Mais moi, je pointais du doigt le fait que le Real Madrid a toujours plus que le Barça cette faculté à se créer des situations, à entrer plus facilement dans la défense adverse. Clairement, eux, avec 2 passes, ils arrivent à transpercer pas mal d'espace. Le Real rentre plus facilement, et même largement plus facilement dans les 30 derniers mètres du Barça que le Barça arrive à le faire côté Real. Même avec leur jeu très simple, voire très moche, ils arrivent à le faire mieux que le Barça. Ça m'énerve. Et je pense qu'on aurait pu le payer très très cher. Et si on avait perdu ce match-là, j'aurais vraiment pointé du doigt la naïveté côté Barça à ce jeu-là. Mais Dieu merci, il y a une justice et l'équipe qui a montré le plus de choses en termes de football pur a gagné ce match-là. Alors encore une fois, imaginez quand Pedri et Dembélé reviendront. La 6e leçon du Classico et même du mois de mars, hein, c'est que Gavi est un joueur essentiel du Barça. On l'a vu quand il a été suspendu, comment ça a été très compliqué sans lui. Et là encore une fois, hier soir, il a montré à quel point ce joueur est clivant. C'est un mec comme ça qui va réussir à élever le niveau d'intensité de toute l'équipe avec sa présence. Clairement, si le Barça a retrouvé son pressing, indépendamment de qui on a sur le terrain, avec un Gavi, on retrouve un pressing. Et je pense que même si Xavi demain part du Barça, on aura réussi à retrouver de l'agressivité avec des mecs comme ça. Mais si le Barça a retrouvé son pressing et un jeu sans ballon aussi bon que ça, dans le dernier tiers adverse, un pressing organisé en plus, hein, c'est grâce à un mec comme ça. Vous vous rappelez, hein, il y a 2-3 ans de ça, quand Ronald Koeman était arrivé au Barça et qu'il a voulu aussi instaurer un milieu de terrain à 5 avec un double pivot, le même Busquets et Frenkie de Jong avec Messi en 10, Griezmann et Coutinho sur les côtés. C'était compliqué. C'était le même double pivot, exactement le même, et pourtant on se faisait transpercer en transition à chaque fois. Et là, avec un mec comme Gavi, ton milieu de terrain, il est largement plus renforcé. Et je me dis que comme quoi, même si Messi revenait au Barça, un Messi de 36 ans qui marche de plus en plus, qui ne fait presque plus du tout les efforts défensifs, avec un mec comme Gavi derrière lui, pourquoi pas? C'est un joueur qu'on adore clairement quand il est dans ton équipe à toi et que tu détestes quand il est dans l'équipe d'en face. Hein. C'est normal, ça c'est normal, c'est comme ça pour beaucoup de joueurs. Comme Luis Suarez à l'époque, hein, et les fans et les fans du Barça comprenaient complètement l'utilité d'avoir un mec comme Luis Suarez dans l'effectif. On le savait à quel point il était utile. Et quand j'entends les commentateurs comme Omar Da Fonseca sur beIN Sport être extrêmement critiques envers Gavi, clairement, hein, ça nous énerve tous, je pense, d'écouter à la télévision comment un joueur de 18 ans subit un pressing comme ça des commentateurs. En vrai, c'est pas grave, c'est pas très grave parce que nous, on sait qu'il va progresser. Parce qu'il a du talent balle au pied, ça se voit qu'il a du talent. Et surtout, il a une prise de risque naturelle chez lui qui fait que quoi qu'il arrive, hein, il va tenter des choses qui, en vrai, c'est en ratant qu'on progresse. D'accord? Donc aujourd'hui, il rate pas mal de choses. Comme je disais hier, des fois, il fait des contrôles orientés, il pousse la balle, il tombe par terre au moindre contact. C'est pas grave, il va rater et un jour il va réussir. Et quand il va réussir, ce qu'il rate aujourd'hui parce que voilà, il manque de finesse technique ou un peu de physique, quand il va réussir ces choses-là, bon courage. Et puis en termes de vis sur le terrain, en termes de vis, il nous faut des joueurs comme ça. Avant, on avait un Barça avec des joueurs trop gentils. Là, on a enfin des tueurs. Gavi, le mec qui se bat sur chaque ballon et il sait rentrer dans la tête des adversaires en plus. Rappelez-vous en 2020 à l'époque, hein, quand Ansu Fati s'était fait agresser entre guillemets par Alagnom de Retafe. Un Camerounais costaud comme ça, il avait un petit peu chamboulé. Il n'y avait personne sur le terrain pour venir un petit peu à l'aide, entre guillemets, d'Ansu Fati. Mais ça là, aujourd'hui, jamais de la vie ça arriverait. Jamais de la vie parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui comblent un petit peu la tendresse. Des mecs comme Sergio Busquets, Sergio Roberto, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Pedri, qui sont un peu tendres. On a maintenant des soldats dans l'équipe qui vont maintenir le rapport de force, maintenir l'intimidation de leur côté. Hier, on a vu Dani Ceballos essayer d'intimider, même intimider Lewandowski. Et c'est Gavi, 18 ans, qui vient pour secourir son grand frère. Enfin, non, son grand frère, j'allais dire, non, 34 ans, 18 ans. Hein. C'est Gavi, 18 ans, qui vient secourir son daron, plutôt, Lewandowski, 34 ans. Ça va être drôle hein, quand ils vont se retrouver en sélection. On t'adore Gavi, on t'adore. Et puis 7e et dernier enseignement de Classico, c'est que vraiment je trouve que le Camp Nou, hein, il faut le dire, que le Camp Nou tabasse et déboîte le Santiago Bernabéu. Honnêtement, en termes d'ambiance, en termes de ferveur, en termes de spectacle, hein, les Classicos au Camp Nou, ils sont incroyables. Personne n'en parle hein, parce que je pense que voilà, en Espagne, les supporters ne sont pas forcément réputés pour être les meilleurs du monde. Mais à part Bilbao, je ne vois pas un stade où il y a plus d'ambiance que le Barça. Clairement, hier par exemple, il y avait pas mal d'abonnés hier qui étaient au Camp Nou, qui ont vu la folie, la ferveur. Et d'ailleurs, ceux qui ont été au Camp Nou et
au Bernabéu pour un Classico. Pour vous le dire, hein, Logito par exemple qui a fait les deux cette année, il est parti au Bernabéu pour voir le Real Madrid-Barça au match aller en Liga. Demandez-lui, vous verrez ce qu'il vous dira. Et ça, nous, on le sent à la télévision. On le sent, on le voit, on sent la ferveur à travers la télévision. Il manque juste un petit peu des chants plus populaires hein, que tous les fans du Barça et même étrangers connaîtraient, comme c'est le cas par exemple à Marseille ou à Paris, ou encore une fois à Liverpool, à Dortmund, avec des chants qui sont ultra connus par tout le monde, ou par exemple à Manchester City avec Hey Jude. Et alors le summum, l'idéal, ce serait avoir un chant ultra marqué, ultra populaire, un banger comme ça a été le cas lors de la Coupe du Monde avec l'Argentine et leurs supporters qui ont été la révélation de l'année 2022 de très loin. Si on avait un chant en plus de l'hymne qui est déjà très connu, un chant populaire comme ça, ce serait franchement parfait. Bon, après ce qui manque, c'est peut-être l'architecture du stade qui fait que malheureusement le son ça ne résonne pas assez bien à cause de l'architecture du Camp Nou. Mais je pense que là, avec le toit qui va arriver, le toit et la fin des travaux qui arrivera fin 2024, peut-être que oui, peut-être que oui, on aura un stade qui résonne et une ferveur incroyable. Je l'espère en tout cas. Parce qu'on a encore vu hier soir que les supporters vraiment du Barça, c'est quelque chose de magique. C'est incroyable. Donc voilà les frères. En tout cas, le Barça est premier. La trêve internationale arrive au meilleur des moments parce que on a appris que Araujo serait absent 2-3 semaines, que Frenkie de Jong n'ira pas en sélection et que Pedri et Dembélé se ménageaient pour revenir. Donc clairement, qu'ils prennent leur temps. On a du temps, on est premier, on a 12 points d'avance. On va évidemment penser à la Coupe du Roi. Mais pour l'instant, on est heureux. Donc voilà, bonne semaine à tous, bonne soirée, on s'abonne.